Bonjour, bon après-midi à tous. Voici les titres du 13h sur Canal 2 International. La profanation des tombes revient au goût du jour à Foumban. Près de 4 kg d'ossements humains viennent d'être saisis par la compagnie de gendarmerie de la ville. Ces trafiquants d'ossements humains sont interpellés à la descente d'un bus alors qu'ils s'apprêtaient à écouler leurs marchandises. Évocation dans ce journal. 25 colis constitués de cartons de produits vétérinaires, phytosanitaires et pharmaceutiques prohibés. Près d'une tonne de produits impropres à la consommation, parmi lesquels le tramadol et l'aphrodisiaque viennent d'être saisis par la douane dans la Damawa. Ces produits prohibés sont évalués à plus de 5 millions de francs CFA. Compte rendu dans ce 13h. Suite aux plaintes formulées par le syndicat national des footballeurs du Cameroun. Révélant le traitement inhumain des footballeurs professionnels au Cameroun, la Fédération camerounaise de football, sous l'impulsion de la FIFA, vient de convoquer les différents acteurs à une réunion le 25 février prochain. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous et on débute ce journal avec notre chiffre du jour qui est 24. Ce chiffre représente les 24 clubs des Ligue 1 et Ligue 2 épinglés pour non-paiement de salaire des joueurs sur les 2 dernières saisons, dont la saison en cours. C'est près d'1 milliard de francs CFA de salaire impayés aux joueurs avec plus de 1000 plaintes dans les tiroirs du syndicat national des footballeurs du Cameroun, SINAFOC, depuis 2011. Un important stock d'ossements humains saisis à Foumban par les éléments de la compagnie de gendarmerie. Les contrebandiers sont interpellés à la descente d'un bus alors qu'ils s'apprêtaient à écouler leurs marchandises. Une marchandise constituée de 4 kg d'ossements humains. Le récit de Alain Michel Yemna et Ndjoan Oudine. C'est à l'issue d'une embuscade tendue aux présumés malfaiteurs par le commandant Dioya Idrissou que la cueillette a été possible. Je sais comment ils ont eu le squelette complet d'un être humain. On leur a dit que la vente se passe dans le Noun. Et puis ils ont proposé à un bamon qui vit à Bertois. C'est comme ça que j'ai eu à monter ce bamon pour les filets de Bertois, les amener donc ici à Foumban. Et dès qu'ils sont descendus à la gare routière, nous les avons interpellés. Ce sont environ 4 kg de squelettes humains d'une valeur de 13 à 15 millions de francs CFA sur le marché noir qui ont été saisis. Les auteurs de la contrebande que voici, les nommés Amadou Abdoulaye, âgé de 27 ans, et Mohamedou Zizé, âgé de 37 ans, sont respectivement originaires de Bertois et Meganga. Ils essaient tant bien que mal de se justifier. La route de Garambla font très de Santa-Fe. C'est ça que j'ai ramassé ça ici, mon frère ici. Je lui suis trouvé son frère a disparu. Mon frère ici est venu me trouver avec ça. Il m'a trouvé à la gare avec. Il m'a dit qu'il a ça à chez lui. C'est pour cela que je lui ai demandé, tu as trouvé ça où? Il m'a dit qu'il a trouvé sur la rue de Garambla. À Foumban, la profanation des tombes est devenue une activité courante pour de nombreux jeunes oisifs. Un phénomène fortement condamné par les pouvoirs publics. Quand les tombes vont finir, je ne sais pas comment ils vont procéder. S'ils vont tuer maintenant les êtres humains pour avoir le squelette et pouvoir vendre pour s'enrichir. C'est ça l'inquiétude. Mais quant au nous, si déjà, depuis Bertois, on leur dit que la vente se passe, ou le bien ce business se passe dans le nous, il va de nous qu'on engage un combat fort contre ce fléau. Les présumés trafiquants d'ossements humains ont été traduits au parquet de Foumban, où ils devront répondre de leurs actes. Et c'est plus d'une tonne et demie de produits prohibés saisis par les gabelous dans la Damawa. Des produits impropres à la consommation dont le secteur des douanes vient de faire la présentation aux autorités locales en marge de la réunion de coordination des services régionaux. Compte rendu, Eringele Abdoulaziz Dewa. 25 colis constitués de cartons de produits vétérinaires, phytosanitaires et pharmaceutiques prohibés. Les gabelous parlent d'une tonne et demie de produits impropres à la consommation, parmi lesquels le tramadol, les cigarettes, les aphrodisiaques et psychotropes, le tout évalué entre 5 et 6 millions de nos francs. Il faut ajouter à cela 600 kg de plastique non biodégradable saisis. Une présentation ici faite au gouverneur de la Damawa en levée de rideau de la réunion de coordination du secteur des douanes. Ce combat va continuer
voyez déjà autour de nous beaucoup de véhicules à notre secteur, c'est des véhicules saisis. La stratégie consistera à lutter contre la fraude sur les véhicules et les motos qui sont couverts par de faux documents et de fausses plaques d'immatriculation. Il est fait mention qu'à la même date l'an dernier, c'est un peu plus de 4,5 tonnes de cargaisons frauduleuses qui sont tombées dans les mailles de la douane au titre des activités annuelles de lutte contre l'assainissement du marché intérieur. Ce qui laisse penser à l'abandon progressif des actes de fraude par les usagers ou le contournement des postes de contrôle par ces derniers si l'on évacue la corruption rampante au Cameroun. Beaucoup d'insuffisances rénales, de cancers, de problèmes psychologiques et de problèmes hépatiques sont dus en effet à la consommation de ces médicaments qu'on peut faire. Au terme de l'exercice écoulé pour une prévision budgétaire de 948 650 000 francs, le secteur a pu collecter un montant de 905 90 569 francs CFA en valeur absolue, soit un taux de 95,41% en valeur relative. Le sort des 25 colis de produits interdits est connu, c'est la destruction par incinération ou enfouissement au sol. Parole des Gabelous. 21 maires de la région du Nord sont à l'école de la gestion des routes. Ils reçoivent des outils nécessaires pour améliorer les conditions de vie de leur population. La route, véritable symbole de développement, a plus que jamais besoin d'une gestion efficace pour améliorer le processus de décentralisation des collectivités locales. Patrick Moignan, reportage. Identifier les tronçons de route et ouvrages d'art de chaque commune susceptibles d'être prise en compte dans le programme 2019-2020 sur financement fonds routiers, c'est mettre en application les directives du Conseil national de la décentralisation de 2017. L'État du Cameroun a pris des engagements avec les partenaires financiers, parmi lesquels l'Union européenne, en vue d'améliorer le niveau de service de nos axes routiers. Avoir une base de données sur l'état de dégradation des tronçons de route communales, un outil important pour l'objectif de réhabilitation d'ici 2019 de 300 km de route communale sous maîtrise d'ouvrage municipal. Le résultat gagné, c'est que le désenclavement sera global. Donc si un maire a des préoccupations relativement à son bassin de production, n'a pas la vision concernant les autres, le bassin de production voisin, par contre, le budget sera public. Lorsque tous ces maires nous auront envoyé toutes leurs préoccupations, celles-ci vont être compilées pour concevoir des projets qui permettent un désenclavement global du bassin de production. Ces deux indicateurs majeurs assignés au ministère des Travaux publics dans le processus de mise en œuvre du contrat de réforme sectorielle. En 2018, la base de données routières a été alimentée par 50 communes et 200 communes sont attendues cette année. Aujourd'hui, avec le processus de la décentralisation, avec les outils qui sont mis en place, ça nous rendra plus efficaces, ça rendra également l'État, les actions de l'État plus efficaces parce que le gouvernement a un besoin bien spécifique. L'atelier de Bolova vise à sensibiliser l'ensemble des exécutifs communaux sur le concept d'alimentation de la base des données routières et de gestion des projets à maîtrise d'ouvrage communal. Un reportage que signe Ambroise Foguet, consacré plutôt au maire de Debolova. Autant pour moi, parlons d'autre chose à présent. Énergie solaire à Ngoro, ça brille désormais dans la ville. Les populations ont désormais de quoi pouvoir s'épanouir tout au long de la nuit et de bénéficier de l'éclairage. Voyons tous ici avec Alain Michel Yemna et Espoir Nissebaïra. Les populations d'Ongoro peuvent désormais savourer les bienfaits de l'énergie électrique. Et grâce au projet gouvernemental d'électrification de 350 localités par système solaire photovoltaïque. Passé 37 ans sans lumière, on a poussé un ouf de soulagement quand nous avons vu le gouvernement envoyer installer les plaques solaires chez nous à Nyamongo. On nous a demandé d'acquérir les compteurs, on prenait ça comme les amusements. Et maintenant, la promesse est déjà une réalité. On y boit désormais des boissons fraîches, surtout en cette période de canicule. La pratique des activités économiques s'en trouve facilitée. J'ai coiffé d'abord avant avec le groupe ici là à Nyamongo et j'avais la peine de travailler. Et depuis
que le gouvernement a mis la lumière, ça me permet de travailler maintenant 24 sur 24. Dans les habitations, l'énergie électrique est permanente et stable. Les populations saluent l'initiative, mais non sans inviter les pouvoirs publics à mener le projet dans les autres quartiers et villages de l'arrondissement. Nous sommes dans la porte de l'entrée de Yamongo, Boribo est sortie et la base est dans le quartier Boribo. Nous tous là-bas, nous n'avons pas gardé de l'argent. Comme c'était l'épargne quelque part qui devait nous produire des intérêts, on ne voit pas les compteurs qui arrivent. Jusqu'ici, en effet, certains services publics tels le centre médical d'arrondissement et le lycée d'Ongoro ne sont pas connectés. Pour l'instant, on peut se retrouver chaque soir entre copains à Ngoro et à Nyamongo et passer des bons moments autour d'un rafraîchissement. Poursuivons avec les énergies renouvelables du côté de Yaoundé, où nous allons tout de suite retrouver Delphine Fonkouteni. Bon après-midi à vous, Delphine. Bon après-midi, mesdames, messieurs. Bon après-midi. On poursuit pour parler des énergies renouvelables pour résorber le déficit énergétique que connaît le Cameroun. Dans l'optique de peaufiner des stratégies de développement de cette filière, les différents acteurs viennent de se réunir à Yaoundé au Palais des Congrès où se déroule le Salon international Promote. Les échanges ont été suivis par Karen Mezakatoya et Bertrand Sassé. La stratégie nationale pour le développement des énergies renouvelables est en marche. Seulement, l'évolution de la filière fait face à des difficultés, notamment en ce qui concerne l'existence dans nos marchés de l'énergie renouvelable de qualité douteuse. Cette forme d'énergie peut pourtant combler le déficit énergétique dans notre pays, de l'avis de ces experts en la matière. La résorption passe par l'utilisation des énergies renouvelables. Ça peut bien résoudre le problème du déficit énergétique et du délestage et tout ce que cela comporte. C'est très important. Pour que cela soit effectif, il faut mettre un accent sur la formation. Cette formation nous permet de pérenniser nos installations et nous permet que les installations soient beaucoup plus durables et aussi de former les utilisateurs à mieux utiliser les équipements d'énergie solaire qui permettent de mettre plus de temps. Et là, l'investissement qui est fait, il est amorti dans le temps et vu la bonne maintenance, ça peut faire une bonne durabilité dans le temps. C'est pour explorer cet aspect et bien d'autres que les différents acteurs du secteur se sont réunis dans le cadre d'une conférence débat sur les énergies renouvelables ce 21 février au Salon Promote à Yaoundé. La France, pays frère et ami, ici représenté par des experts, est là pour partager sa riche expérience dans le domaine avec le Cameroun. On est là pour cette approche, ce transfert d'expérience sur l'aspect qualité, mais on a autour de cette conférence beaucoup d'entreprises qui souhaitent investir en partenariat avec des entreprises camerounaises sur l'énergie solaire, sur l'énergie biomasse, sur des petites installations hydroélectriques. C'était donc une occasion pour les participants camerounais et étrangers d'être mieux outillés en la matière et apporter leur contribution pour le développement des énergies renouvelables dans notre pays. Les téléprocédures comme levier de facilitation des obligations fiscales, c'est sous ce thème que s'est tenu hier sur le site de promo de la journée impôt. La télé présidée par le directeur général des douanes, Insoutou Personné, a permis de soulever plusieurs problématiques liées aux téléprocédures. Modeste Mopafatoun préconise le mobile tax, le paiement des impôts et taxes par téléphone portable. Je vous propose de l'écouter au micro de Lille Piedjou et Constant Kamga. D'ailleurs, de façon récurrente sur les délais de dépôt des déclarations statistiques et fiscales de l'exercice 2018 qui, en application de la législation fiscale en vigueur, ces dépôts devraient être faits au plus tard le 15 mars. Je voudrais rassurer l'ensemble des partenaires contribuables en disant que, comme toute réforme, nous avons eu plusieurs réformes par le passé. Dans le passé récent, on nous a fait une énumération de ces réformes. Il va certainement y avoir une période transitoire, parce que les préoccupations sont de deux natures ici. Il y a la question de l'adaptation
de la DSF au niveau format Cisco-ADA, mais la deuxième réforme qui se greffe à celle-là est celle de la dématérialisation de la DSF, c'est-à-dire l'envoi, dorénavant par voie électronique, des déclarations statistiques et fiscales. Alors, nous sommes déjà en train d'approcher la fin du mois de février, comme vous l'avez indiqué, et nous comprenons que matériellement, il sera difficile pour les acteurs de la confection de ces déclarations et même de la transmission de ces déclarations d'être conformes. Et nous allons en tenir compte en aménageant la période transitoire de telle sorte que les contribuables ne soient pas pénalisés. Cette 7e édition du Salon international Promote, les entreprises audiovisuelles, une dizaine de radios, télévisions et presse écrite affichent leurs ambitions en matière institutionnelle, mais aussi surtout corporate. C'est le cas de l'hebdomadaire Diapason, dont la directrice commerciale Marinette Aona justifie ici la présence de son institution à Promote au micro de Ghislain Pierre et Simon. Écoutez, je ne peux pas confirmer que j'ai déjà une idée précise de la manière dont les médias privés sont financés. J'ai l'intention, dans les jours qui viennent, justement d'avoir un contact avec ces médias privés, les recevoir au ministère, échanger avec les uns et les autres, évoquer les problèmes qui sont les leurs, mais aussi saluer les performances de ces médias privés. Je sais que les moyens sont limités et que c'est au travers de gros sacrifices que ces médias existent sur la place médiatique du Cameroun. Et ceci me paraît justement être une des raisons de plus pour les féliciter, les encourager, aller de l'avant dans le paysage que nous voulons démocratique et de plus en plus démocratique. Il faut que ces médias privés existent. Et donc, elles ne peuvent pas exister sans moyens. Je sais que c'est un enjeu majeur. Et comme je l'ai dit, dans les prochains jours, j'aurai l'occasion d'échanger avec les principaux promoteurs de ces médias sur les voies et moyens de les aider, de les assister et de voir dans quelle mesure elles pourraient, d'année en année, affiner, améliorer leur performance, que je souhaite meilleure et de plus en plus intéressante. De toute façon, dans l'intervalle, je crois que ce qui est fait est tout à fait appréciable et nous pensons, autant que faire se peut, essayer de voir dans quelle mesure vous apporter une assistance quelconque dans un sens ou dans un autre. Vous l'avez corrigé de vous-même, il s'agissait bel et bien d'une réaction du ministre de la Communication qui était hier sur le site de la foire Promote. René Emmanuel Sadi a visité l'impressionnant stand de Canal 2 International, les différents compartiments. Il a également dit sa satisfaction que vous venez d'ailleurs d'écouter. Dans la suite des visites à Promote, on annonce le secrétaire général de la présidence de la République, mais surtout le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, qui est actuellement sur le site de Promote. On aura certainement la chance de la voir avant la fin de ce journal. On poursuit et on annonce cette grosse information dans l'optique de permettre au plus grand nombre de visiteurs de profiter au maximum de cette autre édition de Promote. Le président de la Fondation internationale Interprogress, Pierre Zoumbach, informe le grand public que les caisses d'entrée de Promote 2019 seront ouvertes jusqu'à 21h. C'est 22 et 23 février, dernier week-end de la foire Promote. Toujours dans la suite du 13 ans, on parlait du bail des visites, notamment la visite de la tutelle. Le ministre René Emmanuel Sadi qui a visité les différents compartiments de l'impressionnant stand de Canal 2 International. René Emmanuel Sadi a dit sa satisfaction que je vous propose d'écouter dans cet extrait.
qui reviendront. Mais nous vous annoncions, le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, est actuellement sur le site de la foire Promote. Nous aurons l'occasion de la voir certainement sur ce plateau avant la fin de ce journal. Le drapeau camerounais flotte plus haut à l'international, ceci grâce à la jeune Jessica Wandi qui vient d'être couronnée Miss Héritage International 2018. Cette reine de beauté revient de Singapour avec de nombreux prix glanés. Elle a été accueillie à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène par nos reporters Chanel Wanté. Jessica Wandi dépose ses valises à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène. La première dauphine Miss Ouest revient de Singapour où elle représentait le Cameroun au concours de beauté Miss Héritage International qui s'est déroulé du 12 au 18 février 2018. Un retour au bégail très acclamé. Jessica Wandi a su faire rehausser le drapeau du Cameroun à ce concours international. Elle est couronnée Miss Héritage International 2019 et elle gagne le prix de la meilleure tenue traditionnelle, le prix de Kindness Ambassador et une médaille d'or. J'ai été soutenue par le comité d'organisation Miss Cameroun. J'ai été soutenue par certains stylistes. La meilleure tenue du concours a été confectionnée par le styliste Kiki Mevois Thomas. Je remercie Onja Collection pour ses magnifiques tenues. Je remercie Kadal Zurok. Je remercie tous mes chers compatriotes qui m'ont permis d'arriver jusqu'ici. Vraiment merci et merci à Canal 2, la chaîne internationale. Son styliste présent à ses côtés parle de cette tenue qui a su captiver l'attention du jury. J'ai parlé de l'harmonie des concrets, ça veut dire le yin et le yang, le plus et le moins, le blanc et le noir. Donc il fallait voir qu'est-ce qui peut ancrer en matière, et comment parler de l'Afrique, comment parler du renouveau, comment parler de ce qui est de l'actualité en fait. Donc j'ai mélangé ces points. Miss Héritage International 2019 a été reçue au journal de Promote, diffusé en direct sur les antennes de Canal 2 International. Jessica Wandi se dit prête pour accomplir ses missions. Nous accueillons tout de suite sur le plateau Monsieur le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, qui est avec nous. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Merci d'être sur le plateau de Canal 2 International. Déjà, on peut avoir une idée. Qu'est-ce qui amène le ministre des Finances sur le site de la foire Promote? Peut-être qu'il faut rappeler ce que c'est que Promote. Promote, c'est le rendez-vous des affaires. Et qui dit affaires dit argent. Vous comprenez que le ministre des Finances soit particulièrement intéressé de venir ici, déjà pour voir ce qui se passe et surtout, et c'est la question que je posais partout où je passais, est-ce qu'il y a des clients, est-ce qu'il y a des promoteurs, est-ce qu'il y a des investisseurs, est-ce qu'il y a des gens qui veulent investir au Cameroun? Parce que là, c'est la grande bataille du chef de l'État, investissement, notamment l'investissement privé, qui peut nous apporter des richesses nouvelles et nous permettre de sortir de la situation de crise que nous connaissons. Monsieur le ministre a certainement visité une variété de stands avant d'arriver sur celui de Canal 2 International. Quelles sont vos premières impressions? Alors, je vais malheureusement vous corriger parce que, hélas, je n'ai pas visité beaucoup de stands. Je vais le faire après vous. Donc, peut-être j'aurais dû commencer par la visite pour venir vous voir. J'aurais répondu à votre question, mais le programme est ainsi. Je suis venu vous voir et je vais continuer. Nous sommes contents de vous recevoir sur le stand de Canal 2 International, monsieur le ministre. Ben moi, je félicite beaucoup Canal 2. J'en parlais tout à l'heure là. Il y a 10 jours à peu près, j'étais à Malabo, en conseil des ministres de la CEMAC, et j'ai été très heureux de voir qu'il y avait Canal 2 à côté. Ils m'ont d'ailleurs interviewé. Je crois que c'est bien. Je crois que c'est bien, surtout en ce moment où des informations assez bizarres sortent souvent. C'est bien que vous alliez au-devant de l'information. Quand je dis l'information, je veux dire de la bonne information. Donc, je crois que c'est une bonne chose et je ne peux que vous encourager. Veuillez transmettre mes félicitations et mes encouragements à votre hiérarchie. Merci beaucoup, monsieur le ministre. On vous souhaite bonne visite et bon séjour sur le site de Promote. Merci. Merci beaucoup. La suite du 13e de nos...
Et voilà, la suite du 13h, c'est ici à Douala avec l'association Agi pour Konsamba qui vient en appui à l'hôpital régional de la ville. Ceci à travers une ambulance médicalisée pour sauver des vies. La cérémonie de rétrocession a été présidée par le préfet du Mongo, Irénée Ngalim Kong. Monique Naoussi et Manyangomba nous en parlent. Ambulance médicalisée rétrocédée à l'hôpital régional de Konsamba pour faciliter le déplacement et l'évacuation des malades. Objectif, réduire le nombre de décès enregistrés après accident de la circulation et autres patients plongés dans un état de santé critique. C'est une œuvre de générosité émanant de l'APM. Entendez, l'association Agir pour Konsamba. De mes différents séjours au Cameroun, j'ai vu des enfants qui transportaient leur maman dans une brouette pour la conduire à l'hôpital. Intriguée, je me suis arrêtée, j'ai vu cette maman, elle était affalée dans cette brouette. J'appelle ça un bac à sable roulant. Choquée, j'ai pris la desk quand même, j'ai quand même pris le contact de ces enfants. Et le lendemain, parce que j'arrêtais pas de penser à cette maman qui était versée, on dirait, versée dans sa brouette. J'ai appelé les enfants pour m'enquérir de la situation, de l'évolution de la maman. Mais la réponse a été tragique. Ils m'ont dit, la maman est décédée même avant qu'il n'arrive à l'hôpital régional. Le rituel de rétrocession a été l'instant phare de cette communion fraternelle entre la diaspora et les malades qui a permis au préfet du Mongo de recevoir solennellement ce geste de cœur de l'APN qui a le souci d'œuvrer pour le bien-être des populations. C'est un ouf de soulagement pour les autorités en charge de cette institution sanitaire. L'hôpital régional de Konsamba est situé sur la nationale numéro 5, qui est une zone très accidentogène. Et pour porter secours aux patients de manière donc idoine, une ambulance médicalisée est la chose vraiment qu'il faut. Et ce dont vraiment vient à pic, parce que ça va nous permettre de combler ce gap. Parce qu'effectivement, nous n'avions pas d'ambulance médicalisée à l'hôpital régional de Konsamba. Pôle de 3 ambulances, l'hôpital a l'ambition de faire une sorte de SAMU en Konsamba pour permettre aux populations de la ville d'appeler en cas de problème spécifique de santé. Et du football à présent et la situation de ces joueurs suite donc aux plaintes formulées par le syndicat national des footballeurs du Cameroun révélant le traitement inhumain des footballeurs professionnels au Cameroun. La Fédération camerounaise de football, sous l'impulsion de la FIFA, vient de convoquer les différents acteurs à une réunion le 25 février prochain pour solutionner le problème. Ce rebondissement a poussé nos équipes à aller s'enquérir de la situation au siège du Sinafoc et auprès d'un joueur contraint d'abandonner le football. Reportage Marc Chouamon. Douala, Stade Sikam, ce jeudi après-midi. Une équipe de jeunes s'entraîne sous un soleil de plomb. Ceci sous le regard perdu d'un joueur qui a vécu les dernières heures de sable de Bâtier en 2013-2014. Une saison de galère. On a eu des contrats que nous avons signés, des engagements que le club a pris et qu'à la fin ils n'ont pas pu respecter. Oui, en pratiquement 10 mois, on a perçu, si j'ai bonne mémoire, 3 salaires. Oui, on a perçu 3 salaires et c'est tout. Parce qu'à chaque fois qu'il y avait les subventions, le président, c'est à peine s'il nous les remettait. Aujourd'hui, Darin Lamoun a pris une retraite anticipée. Fatigué du mauvais traitement salarial, au niveau de Lyon blessé, la situation a été améliorée, mais nous sommes retombés dans les mêmes travers au niveau de Astre de Douala et de Botafogo. Oui, ça a été la même chose. Malgré des kilos en plus, ce jeune arrière-gauche de formation offre ses services aux équipes de Corpo et Banque pour survivre au quotidien. En attendant qu'un jour, ces nombreuses plaintes aboutissent avec l'aide du syndicat national des footballeurs du Cameroun. Conscient de la situation, le syndicat des joueurs a écrit à la FIFA la semaine dernière. C'est ici qu'est parti un rapport plus qu'accablant. 24 clubs de Ligue 1 et Ligue 2 épinglés sur les 2 dernières saisons, dont la saison en cours. Près d'1 milliard de salaires impayés aux joueurs. Plus de 40 litiges prononcés en faveur des joueurs contre des clubs insolvables et qui ont boycotté les décisions depuis 2011. Le bureau du responsable juridique du Sinafoc
est rempli de plaintes en tout genre depuis 2011. Lorsque nous ne parvenons pas à nous entendre donc avec le club, le dossier est porté par devant la Chambre nationale de résolution des litiges afin qu'elle rende sa décision et de dire si oui ou non le joueur a raison. Mais il se trouve généralement que lorsque nous cessons la Chambre, les joueurs ont presque toujours raison. Menacé par la FIFA, Seydou Mbombo Njoya vient de convier les présidents de club, la Ligue, la représentante du ministère des Sports et le syndicat des joueurs à une réunion de tous les instants ce 25 février 2019. Ils devront trouver une solution à ce problème, mais surtout payer la facture, sinon la FIFA s'abattra sur le football camerounais à partir du 4 mars 2019, date butoir. Et vous pouvez nous regarder en direct sur YouTube ou en replay en tapant tout simplement Canal 2 International. L'actualité, c'est aussi à l'étranger. Scandale d'abus sexuels au sein de l'Église. Le pape François condamne les violences et abus sexuels et fait savoir que les coupables seront sévèrement punis. Pendant ce temps, une famille en Inde dont l'un des fils a été victime d'abus sexuels dénonce le comportement du cardinal Oswald Gracia qui, informé de la situation, n'a pas pris les décisions qu'il fallait. Retour sur les faits avec BBC, une collaboration de Brice Chumo. Les abus sexuels au sein de l'Église, c'est censé désormais ne faire l'objet d'aucune omerta. Et selon le pape François, ces abus représentent l'un des plus grands défis des temps modernes. Cependant, une enquête de la BBC met à jour des allégations, à savoir que l'un des plus éminents cardinaux, Oswald Gracias, cheville ouvrière du sommet de cette semaine au Vatican, a failli dans la gestion d'un cas d'abus sexuel porté à son attention. Le rôle du cardinal, dans ce cas-là, fait douter de la sincérité des promesses de réformer l'Église. Des témoins nous ont fait état du règne d'une culture de la peur et de l'omerta au sein de la communauté catholique en Inde. Des allégations qui épinglent des dignitaires qui auraient quelquefois prêté sourde oreille aux fidèles qui leur ont dit avoir été victimes d'abus. Il y a 4 ans, un gamin rentre chez ses parents et dit à sa mère qu'il a été violé. Il m'a dit que le prêtre lui a fait des choses, se souvient la mère. La mère avait finalement été reçue par le cardinal Gracias après 2 jours de patience au téléphone. Je lui ai tout raconté, dit-elle. Tout ce que le prêtre a fait à mon enfant. Je lui ai dit que mon enfant souffrait beaucoup, j'attendais de lui espoir et justice, mais il m'a dit qu'il n'avait pas le temps, qu'il devait se rendre à Rome. Le cardinal a reçu la BBC pour son droit de réponse. Question. Cette même nuit-là, vous êtes bel et bien parti à Rome? Oui, dit-il. Sans informer la police? Non, je vais dire non. Vous avez promis à la famille que l'affaire était désormais votre responsabilité et que vous alliez informer la police. Tout à fait, dit le cardinal. Je ne me souviens pas d'avoir dit, mais c'est vrai, je ne me souviens pas de la conversation. Peut-être devrais-je y réfléchir, mais j'admets que la police devait être immédiatement alertée. Il faut le dire, le cardinal avait suspendu le prêtre fautif, mais il avait aussi une obligation légale d'informer la police, ce qu'il n'a jamais fait. Il dit avoir téléphoné de Rome le lendemain pour entendre son évêque lui dire que la famille avait déjà alerté la police. Par la suite, le prêtre incriminé a été arrêté. Mais n'empêche, le cardinal, par son silence, avait bafoué la loi. Un autre prêtre s'est confié à la BBC sous couvert de l'anonymat. Il dit avoir signalé le prêtre fautif au cardinal il y a plus de 5 ans. Je leur ai dit qu'il y avait des rumeurs insistantes au sujet du prêtre et le cardinal m'avait répondu qu'il n'était au courant de rien. Je me suis rendu compte que rien n'était fait quand on signalait quelque chose. Au contraire, on devenait soi-même fiché. Le cardinal Gracias dit ne pas se souvenir de cette conversation, mais il réaffirme qu'il n'était certainement pas au courant de ce nuage de suspicion concernant l'ecclésiastique incriminé. Mais au-delà de cette affaire, d'autres témoins ont indiqué à la BBC que le cardinal a montré de la lenteur à réagir lorsque des allégations de violence sexuelle contre des femmes ont été portées à son attention. Le cardinal dit que l'affaire était compliquée, mais admet que l'Église aurait dû agir avec diligence. J'espère qu'il n'y a pas de prédateurs sexuels, dit le cardinal. Je l'espère, mais je ne sais pas. À travers l'Asie, il règne une culture du silence. Désormais, cela ne devrait plus nous empêcher de prendre des mesures de prévention. Au sommet du Vatican, le pape va réitérer sa promesse de réformer l'Église et d'examiner de très près les préoccupations des victimes. Mais loin du Saint-Siège, le doute persiste et une question aussi. Le cardinal pourrait-il enfin prendre l'initiative qu'il faut en vue d'un changement radical au sein de la grande famille de l'Église?
Et la réponse reste attendue. Fin du 13h sur Canal 2 International. Merci à tous de nous avoir regardés. Le prochain rendez-vous, c'est la semaine prochaine, donc dès lundi. Au revoir.